l'invitation et merci à vous tous surtout d'être là ce soir. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. C'est particulièrement plaisant parce que j'ai rarement la chance de donner des conférences en français. Déjà, premièrement, je suis québécois. Hein? Alors, et deuxièmement, ça fait 25 ans que j'habite aux États-Unis. Alors, c'est ça. J'espère que vous allez quand même être capable de me suivre malgré les mots inappropriés qui risquent de s'immiscer dans mon langage. Alors, ce soir, on va parler des bonbons qui croquent ou qui fondent. Alors, on va commencer par un petit exercice. On m'a dit que c'était un cours, en fait, qu'il fallait que je donne. Alors, j'ai préparé quelque chose d'un peu d'interactif. Donc, j'ai déniché quelques recettes que vous avez certainement jamais vues, mais qu'on va essayer de deviner ensemble si le résultat croque ou fond. On commence par celle-ci. Donc, c'est casser une livre de sucre dans un poêlon. Vous le mouillez avec un tiers de litre d'eau filtrée et vous le faites cuire au boulet. Une fois que votre sucre sera froid, vous prenez votre poêlon entre vos genoux et vous travaillez le sucre avec une spatule jusqu'à ce qu'il devienne comme du beurre. Alors, ça fond ou ça croque? Non, j'entends fond. Vous avez le droit de consulter vos voisins. C'est du caramel. Ah, j'ai une hypothèse ici, du caramel. Donc, ça fond. Donc, qui vote pour que ça croque, tout d'abord? Quelques-uns qui croquent, OK. Et ceux qui votent pour que ça fonde? Une grande majorité. Alors, révélons un peu. Il s'agit en fait de la recette du fondant. Et c'est comme ça qu'on fait du fondant. Évidemment, on brasse son sirop jusqu'à temps qu'il graine, qui est un terme qu'on va utiliser aujourd'hui quelquefois. Et ça en fait, bon, le nom le dit, hein, c'est un fondant. OK, exemple numéro 2. Croquant ou fondant? C'est un peu plus vieux. Hein? On fait cuire avec du sucre à brûler. Non, excuse. Faites cuire avec du sucre à brûler, ôtez-le du feu et le jetez sur une pierre de marbre que vous aurez frottée d'huile d'amande. Frottez aussi vos mains et le maniez bien et ayez des crochets de fer pour le tirer et le filer. Le dressez comme le massepain tortillé. OK, un instant, consultez. OK, ça croque. Qui lève les mains pour la croque? OK, ça fond. Alors, en fait, ce dont on parle, c'est du sucre tord, pénide, ou du sucre tiré. Au Québec, ça s'appelle la tire, tout simplement. Donc, c'est un bonbon qu'on typiquement laisserait fondre, un peu, qu'on peut essayer de mordre, mais qui ne croque certainement pas. Ça ne cassera pas sous la dent. OK, le troisième, un peu plus exotique, hein? Publié dans l'Aurore des Caladas. Je vous laisse deviner d'où ça vient. Prenez une livre de sucre d'érable. Oui, c'est déjà. Bien raffiné. Hachez-le menu, mettez-le dans une poêle, ajoutez un gobelet de crème douce et faites cuire jusqu'à ce que le sucre file ou soit de la consistance à faire de la tire. Bon. Ôtez alors sur le feu et portez en lieu froid. Ce n'est pas quelque chose que vous connaissez très bien ici, mais dans le Nord, c'est un peu plus commun. Brassez avec une cuillère en tournant et sans cesser jusqu'à ce que le mélange soit parfaitement refroidi. Battez ensuite et retirez de la poêle. Façonnez à votre fantaisie la substance qui vous reste. Alors, ça croque ou ça fond? OK, on va faire un vote. Qui dit que ça croque? Bon, OK, hein, c'est assez partagé quand même. Il y a des... Qui dit que ça fond? Ah oui, c'est vraiment moitié-moitié. Alors, c'est ce qu'on appelle du sucre à la crème. En fait, c'est granulaire, un peu, c'est grainé. Et ça, on le croque et ça se défait en morceaux. Donc, c'est vraiment plus un croquant qu'un fondant dans ce cas-ci. Un dernier exemple, pour s'amuser, tout court. C'est du sucre coloré que l'on fait cuire au petit cassé en y ajoutant un peu de vinaigre. On le coule sur un marbre huilé et quand il est en partie refroidi, on le divise et on le roule en petits cylindres. Ça croque ou ça fond? Ça croque, OK. Qui vote pour croque? Et qui dit que ça fond? Ah oui. Alors, on parle ici de sucre d'orge.
qui évidemment ne croquent pas vraiment, fond. Bon, ceux qui croquent leur sucre d'orge... Bon, ça nous amène à un tableau que je voudrais qu'on dresse ensemble. Un tableau comparatif entre ces 4 recettes-là. Quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences? Donc, j'ai identifié immédiatement une des ressemblances pour vous donner un peu d'inspiration. C'est tout un peu un sirop, donc du sucre dans un liquide, parce que c'est de l'eau ou de la crème. Et quoi d'autre? Non, mais de toute façon, j'écris très mal. Alors, même si vous voyez le tableau, vous ne comprendrez pas. Mais moi, ça m'est utile. Alors, j'ai entendu température, c'est ça? OK. Et c'est une ressemblance ou une différence? Ouais, ils ont tous été chauffés à un point différent, hein, décrit dans des termes. Quoi d'autre? OK, j'ai vu des mains comme ça. OK. Brassage ou non? Oui, il y a des additifs hein, qu'on peut rajouter. Il y a, que ce soit le gras de la crème, soit le vinaigre. La façon de refroidir, oui, on peut décrire comme étant... c'est un peu le brassage aussi, comment on le refroidit. C'est le protocole de refroidissement. D'autres idées? La quantité de sucre. La quantité de sucre. Oui, 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 oui. Mais en fait, la quantité de sucre, ça définit plus la taille de la famille que la nature de la recette. Mais on va en reparler. C'est déjà un bon exemple. J'en ai relevé quelques autres en m'amusant. Déjà, il faut tous les faire bouillir. Et ce sont tous des bonbons. OK, ça c'est... qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ah oui, ils ont quand même l'air assez différents. Hein? Et c'est à peu près ça. Ah, la source du sucre aussi. Il y en a une au sucre d'érable, il y en a que c'était un sirop, il y en a que c'était du sucre de canne directement. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, on va commencer par peut-être la chose la plus simple, hein? Comprendre ce qui se passe quand on met du sucre dans l'eau. Hein, c'est un peu minimal. Alors, regardons un peu ce qui arrive quand on met du sucre dans l'eau. Ce que je vous présente ici, c'est ce qui s'appelle un diagramme de phase. Hein, c'est un terme scientifique pour nous dire qu'est-ce qui se passe à différents endroits. Et ici, les deux choses qu'on considère, c'est la température du mélange et la concentration en sucre. On appelle du sucre de table, c'est du saccharose. En pourcentage de masse, hein, au ratio des masses. Et donc, on remarque qu'il y a essentiellement 2 zones principales qu'il peut y avoir quand on mélange du sucre dans l'eau. Il y a quelque chose qu'on appelle une solution, ce qu'on appellerait un sirop, si il est suffisamment sucré. Un exemple de ça, c'est un sirop simple, hein, qui est une base de recette en confiserie ou pour faire certains drinks, pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour ça. Et comment est-ce qu'on perçoit un peu au point de vue moléculaire ce qui se passe quand on a du sucre dans l'eau? En fait, on a des molécules de sucre comme ça que je représente comme étant des points verts, qui sont distribués comme ça, aléatoirement un peu dans l'eau, et qui flottent et qui se promènent. Donc, c'est ce qui se passe de ce côté-ci. Et si je rajoute de plus en plus de sucre, ma solution va être de plus en plus sucrée. Je vais avoir un sirop de plus en plus concentré, jusqu'à temps que je franchisse cette ligne verte ici. Et quand je franchis cette ligne verte, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe si je rajoute plus de sucre? Saturation. Ça sature? Oui. En gros, j'ai beau rajouter plus de sucre, il n'y a plus rien qui se passe. Il tombe au fond. Hein? Je me ramasse avec une pile de sucre dans le fond avec mon sirop qui surnage. Et bon, c'est ça. Hein? C'est des cristaux de sucre dans un sirop simple. Et c'est vraiment tout ce qui se passe, ce qu'on appelle à l'équilibre. C'est tout ce que je peux faire si je fais juste mélanger comme ça, banalement,
mon eau et mon sucre. Mais ça ne fait pas des bonbons forts, hein, comme on dit. Ça ne suffit pas. Donc, clairement, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et donc, le deuxième élément, un peu de tout ça, c'est non seulement c'est du sucre dans l'eau, mais il faut l'amener à ébullition. Oui, la chaleur. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on le fait chauffer? Bien, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe quand on le met à cette... On peut rallonger un petit peu ce diagramme de phase en le chauffant. Alors, Ça va? C'est bien? OK. Tu veux venir en avant? Non? OK. Les bonbons s'en viennent. Vous voulez donner un peu de sucre? Ça va aider. Alors, il y a quelque chose, quand on se met à bouillir, il y a quelque chose d'un peu spécial qui se passe, qui nous permet un peu de briser du carcan du diagramme de phase à l'équilibre. Ça nous permet d'atteindre cette région-ci, qu'on appelle le sirop sursaturé. Normalement, si on fait juste rajouter du sucre à l'eau, ici, on aurait du sucre déposé dans le fond avec notre sirop. Mais si on se met à le bouillir, notre sirop, on a réussi à obtenir un sirop sursaturé. Qu'est-ce que ça veut dire un sirop sursaturé? La sursaturation, c'est un état qu'on dit métastable, dans lequel la concentration en sucre dépasse sa solubilité. Donc, il y a plus de sucre dans l'eau que ce que l'eau est vraiment capable de maintenir. Hein? Donc, métastable, ça suggère que c'est peut-être pas pour toujours. Hein? Il y a peut-être un moment où ça va péter, comme on peut dire. Donc, un exemple qu'on peut utiliser pour expliquer la métastabilité, hein, c'est comme si on travaillait en dessous d'une épée de Damoclès. Hein. C'est tout à fait stable pour l'instant, mais on est à quelques millimètres que ce soit la fin. Hein. Et dans ce cas-ci, la fin, ça veut dire la formation de cristaux de sucre qui se déposent dans le fond. Et évidemment, l'état métastable nous permet de concentrer le sirop. Alors, premier exemple, mise en pratique de ces idées-là. Donc, je commence avec mon sirop simple, hein, vraiment juste du sucrose dans l'eau. J'ai dit à peu près à 50% masse pour masse, 50% de sucre. Je le chauffe à ébullition. Et plus je le chauffe, plus il y a de l'eau qui s'évapore. Et donc, moins il en y reste dans mon mélange. Et donc, plus la concentration en sucre augmente. Et je peux continuer cette ligne-là assez facilement. Et quand je traverse la ligne verte, soudainement, je rentre dans la zone du sirop sursaturé. Bon, je choisis un point ici, j'ai dit c'est à peu près 118, si je me souviens, ce que j'ai dessiné. Et là, j'arrête de bouillir, comme dans toutes mes recettes. Et mon premier exemple, je vais juste le laisser reposer comme ça, sans y toucher. Je laisse refroidir sans rien de spécial. Ce que j'obtiens, si je fais ça, c'est ce qui s'appelle du sucre candi. Si j'attends 7 jours, disons, hein, j'ai mis un petit bâton ou une ficelle à l'intérieur, et les cristaux, le système est métastable, donc il veut former des cristaux, et les cristaux vont se former préférentiellement à la surface du bâton. Et donc, après quelques jours, quelques semaines, selon la patience des enfants impliqués, on a du sucre candi. Okay? C'est une très, très vieille recette de bonbons. On trouve les premières traces du sucre candi au Levant au 8e siècle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à la base, si vous voulez, de la fabrique de bonbons. Et bon, j'en ai pas fait aujourd'hui. Déjà, ça fait pas 7 jours que je suis là, alors ça limite... mais entre autres, c'est aussi le genre d'exemple, le genre d'exercice qu'on fait avec les enfants les jours de pluie. Hein, ça, c'est un exemple d'un livre, La science est dans le sucre, et à la page, je crois que c'est la page 10, et on trouve comment faire du sucre candi. Alors, je vous encourage de regarder des recettes en ligne, tout simplement, et de le faire, l'expérience, si vous ne l'avez pas déjà fait. Hein, c'est quelque chose de suffisamment simple comme ça. OK, donc c'est le premier exemple. Il y a une autre chose qui apparaît aussi avec le sirop sursaturé, c'est cette partie-là ici en bas à droite, hein, qui n'était pas là dans le diagramme de phase original, mais que si j'obtiens un sirop sursaturé, soudainement apparaît. Et c'est la phase vert. C'est-à-dire que si je réussis à refroidir mon sirop sursaturé suffisamment rapidement pour entrer cette phase-là, sans que les cristaux aient eu le temps de se former,
Donc, si je n'attends pas 10 jours pour le faire, mais je le fais en l'espace d'une heure ou deux, je vais obtenir un système qui est quasiment aussi désordonné que le liquide que j'avais, mais qui soudainement est un solide. Donc, c'est ce qu'on appelle un solide amorphe ou un liquide surfondu, dont les composants ne changent que très rarement de voisin. Donc, ils sont pris, si vous voulez, l'un à côté de l'autre. Donc, j'ai deux termes ici, sursaturation, qui est un excès de concentration, et surfondu, qui est un excès de refroidissement. Donc, mon liquide surfondu, mon sirop sursaturé, je peux le vitrifier et, à ce moment-là, avoir un solide. OK. Donc, avec ce matériel-là, ça m'amène à mes deuxième et troisième exemples de recettes. Thibaut, c'est l'heure. Oui. OK. Donc, tous ceux qui sont offerts pour vous donner de l'aide, c'est maintenant. Et donc, laissez-moi vous décrire la recette. C'est une recette traditionnelle de chez moi, parce que, si vous pouvez bien lire, ici, il est écrit sirop d'érable. Ce n'est pas quelque chose qui pousse en Corse. Et donc, j'ai fait ces deux recettes différentes. Donc, je les ai faites dans deux pots différents, mais c'est la même recette. Donc, c'est ce qu'on dit une canette de sirop d'érable chacun, un petit peu de beurre et une tasse de crème. C'est très, très simple. Et on prend les deux recettes et on les fait bouillir à, disons, 117 degrés Celsius. Dans les deux cas, exactement les mêmes ingrédients, dans la même proportion, cuits à la même température. Et la différence, c'est qu'en les laissant refroidir, il y en a un que je laisse immobile, comme ça, et l'autre que, une fois rendu à 55 degrés Celsius, je prends un fouet et je brasse, j'agite. La seule différence. Sinon, c'est exactement la même chose. Mêmes ingrédients, même quantité de sucre, même quantité de crème, même quantité de beurre, même température, juste comment je les refroidis. Bon, je distribue les deux exemples présentement. Oui, il fait un peu chaud pour la pièce, je suis désolé. Mais attendez encore un instant avant de les manger. Et le résultat, dans des climats un peu plus tempérés, à gauche, c'est le sucre à la crème, la pièce de dessert canadienne décrite plus tôt. Et à droite, c'est le caramel mou. Vous pouvez voir, en les regardant, ils sont un peu différents. Celui à gauche est plutôt mat, celui à droite est plutôt brillant. Il y en a un, comme vous pouvez voir, ils sont à la même température les deux, et il y en a un qui coule. C'est mon ancien verre qui s'est mis à couler, et l'autre, c'est un solide. C'est des cristaux. Alors, essayez-les. Alors, tout d'abord, est-ce que tout le monde a eu le dessert? Il y a des cuillères qui s'en viennent pour ceux qui ont les mains moins propres. Et il y a aussi des serviettes pour ceux pour qui c'est trop tard. Ça, il en manque ou ça va? OK. Alors, on commence par un vote. Qui fait partie du camp caramel mou? Celui qui est au fond. OK. Qui fait partie du camp sucre à la crème? Mais vous êtes une audience assez exceptionnelle. Normalement, c'est divisé moitié-moitié, et j'ai réussi à vous convaincre que le sucre à la crème est supérieur. Alors, je suis assez fier de mon coup. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre comment est-ce qu'un liquide surfondu se transforme en cristal, en cristaux de sucre.
Il y a deux types de processus. Le premier s'appelle la nucléation homogène. La nucléation, c'est la formation du petit germe, d'un petit noyau de cristal. Et j'ai un petit film ou une petite animation de quoi ça peut avoir l'air. Une nucléation homogène, c'est comme ça. Hein? Spontanément, à l'intérieur du liquide, il y a une fluctuation rare qui permet la formation d'un noyau. Et là, on commence à avoir un cristal. C'est plutôt lent. C'est rare et lent. L'autre option, c'est ce qu'on appelle la nucléation hétérogène. Hein? C'est-à-dire, on a déjà un substrat, on a déjà une partie qui a un peu soit des défauts, soit des impuretés, soit même un morceau de cristal. Et à partir de cette surface-là, le cristal va pouvoir grandir. Et c'est beaucoup plus rapide, surtout. Et quand on se met à agiter, comme ça, quand je me suis mis à brasser, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise la nucléation de manière analogue à la nucléation hétérogène. Donc, on accélère grandement la formation de cristaux de sucre. Et donc, c'est pour ça que celui que j'ai brassé est cristallin, hein, le sucre à la crème, tandis que l'autre est demeuré liquide ou, quand je l'ai sorti du frigo, il était vitreux encore. Vous pouvez en parler à Thibault, c'est lui qui les a coupés. Alors ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a pourquoi attendre à 55 degrés Celsius? Pourquoi ce chiffre? Hein? C'est une question du degré de surfusion, de combien on a surrefroidi quelque chose par rapport à son équilibre. Donc, quand on est en situation de forte surfusion, comme à 55 degrés Celsius, il y a beaucoup plus de nucléation qui a lieu quand on se met à brasser que si on le faisait à faible surfusion. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est que la vitesse de croissance de ces cristaux-là va aussi être plus rapide à forte surfusion qu'à faible surfusion. Donc, l'équivalent pour surfusion. Donc, pour un même laps de temps, je vais avoir plus de cristaux qui vont devenir plus gros plus vite que si je le fais, dans ce cas-ci, à haute température ou à faible surfusion. Et c'est une expérience qu'on peut faire. Hein? Donc, ça, c'est mon sucre à la crème agité à 55 degrés Celsius, hein, qui est ce que vous avez mangé. J'ai oublié de spécifier, ce n'était pas du sirop d'érable, c'était de la cassonade Casino. Et l'autre, qui est le sucre à la crème agité à chaud, où on peut voir hein, les cristaux, je ne sais pas, moi je suis peut-être même trop proche pour les voir, mais on peut voir la taille des cristaux, ils ont quelques millimètres de large. Ça a été brassé à, disons, à peu près 95 degrés Celsius, pour à peu près le même laps de temps, et ensuite on le laisse vieillir pendant un jour ou deux, et il y a des gros cristaux comme ça qui se forment. Hein, c'est pas... bon, il y a peut-être des gens qui préfèrent celui-là, mais le traditionnel, le onctueux, celui qu'ils font en bouche rapidement après l'avoir croqué, c'est celui qui a été brassé à 55 degrés Celsius. Non, je vous ai parlé beaucoup de sucre à la crème, mais en fait, il faut réaliser que c'est le processus de grainage hein, qu'on est nécessaire pour former ces sucres à la crème-là n'est pas unique au Québec. Hein, je suis patriote, mais quand même... Je reconnais qu'il y a d'autres endroits qui ont pu avoir des histoires parallèles avec des découvertes culinaires similaires, puisque la physico-chimie qui sous-tend tout ça est en fait universelle. Et en fait, si on se met à fouiller un peu, on peut aller au Mexique. Hein, il y a quelque chose qui s'appelle les especiales aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait des panochitas de leche. Aujourd'hui, je ne recommande pas de googler panochitas de leche. Ça a pris un autre sens. Mais bon, c'est des confections grainées qui s'achètent encore à Ciudad de México. Avec un peu de colorance et tout, mais sinon, c'est exactement la même texture. Ou si on va en Inde, en fait, ça, c'est des confiseries très, très typiques du Bengale occidental ou du Bangladesh. Ça s'appelle des barfis ou des burfis au lait. C'est exactement la même chose. C'est du sucre grainé avec un peu de lait rajouté, plutôt que de la crème, mais c'est la même idée. Et en fait, les confiseries grainées au lait ou à la crème apparaissent dès la fin du 18e siècle, ou peut-être même avant. En fait, les traces les plus anciennes datent du fin du 18e siècle. Mais on ne les trouve pas chez les confiseurs, du moins pas chez les confiseurs européens. C'est des choses qu'on retrouve à la ferme, chez l'habitant, hein, qui a accès au sucre, que ce soit la cabane à sucre au Québec ou les plantations de canne à sucre au Mexique ou en Inde, hein, et qui ont souvent accès au lait aussi. Et donc, ils se mettent à expérimenter pour une raison ou pour une autre. Et aujourd'hui, ces confiseries traditionnelles-là,
en fait, ont été complètement absorbés par ce qui s'appelle le fudge. Les Américains, 100 ans plus tard, sont arrivés, on dit on a inventé le fudge. Ah oui, vous faites tout du fudge. Et donc, vous connaissez peut-être ça aujourd'hui comme étant sous le nom de fudge. Mais en gros, c'est la même chose. C'est du sucre grainé. Avec, on peut mettre du chocolat, on peut ajouter d'autres saveurs, des noix. Mais à la base, au point de vue matériel, c'est du sucre un peu cristallisé avec de la crème mélangée. Donc, ça, c'est les deuxième et troisième exemples. Voici un quatrième. Si on peut aller un peu plus haut, un peu plus loin, ceux d'entre vous qui ont déjà vécu au Québec comprendraient la blague, mais je vois que non. OK. Alors, c'est toujours la même chose. On commence par notre sirop simple. On le chauffe à ébullition. Mais cette fois-ci, on n'arrête pas à 118, on va aussi loin qu'on peut, ou presque. 145 degrés Celsius. Donc, le résultat est plus concentré parce qu'on s'est débarrassé de plus d'eau. Et là, si on le laisse refroidir, on tombe directement dans la zone de verre, même à température, peut-être pas de température cargèse, mais du moins température Montréal. Et avec un peu d'aide, on obtient les sucettes. Très vitreuses et très dures, et qu'on laisse fondre, comme ça dans la bouche. Alors, c'est la recette. Alors, c'est quoi l'aide dont on a besoin? C'est quoi ces aidants naturels qu'on rajoute? Bon, ça, c'est une version des aidants naturels, c'est ce qu'on appelle les additifs sucrés. La crème, on peut le considérer comme un additif. Dans ce cas-ci, les additifs sucrés, ça peut être du fructose ou du glucose. Vous ne l'achetez peut-être pas comme ça au magasin. Je pense que si vous achetez du fructose, ça s'appelle du sirop d'agave. Si vous achetez du glucose, ça s'appelle du sirop de maïs, ou du glucose en poudre, ou de la dextrose. Mais en gros, c'est toute la même chose. C'est des sucres, c'est des sucres, mais ce n'est pas le sucre de table. Ce n'est pas du saccharose. C'est des sucres qu'on trouve dans les fruits, du nom fructose, dans le raisin, glucose. Le glucose fait référence à la joie de boire du vin, d'ailleurs. Et en fait, cette histoire comme ça, chimiquement, si on branche un fructose avec un glucose, on obtient un saccharose. Chimiquement, il faut qu'il y ait une réaction. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est si on rajoute un peu d'acide, c'est qui a mentionné les acides plutôt? C'est ça. Si on a un peu d'acide, on brise notre saccharose et on reforme du fructose et du glucose. Donc, une manière de rajouter de l'acide, c'est une manière de, indirectement, ajouter du fructose et du glucose à notre mélange. Okay. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces additifs-là? Donc, à concentration de saccharose égale, ces additifs réduisent la sursaturation en saccharose. Donc, si on réduit la sursaturation, donc on réduit le degré qui nous pousse à cristalliser, le degré au-delà duquel on a envie de former les cristaux, ce qui donc ralentit l'apparition et la croissance des germes cristallins ou des petits noyaux cristallins. Et s'ils réussissent à se former, ça modifie la microstructure des cristaux, s'il y a lieu, s'ils se forment. Donc, on peut jouer un peu avec ces additifs pour vraiment moduler, ralentir la cristallisation du sucrose. Et donc, faire des sucettes comme on aime. Donc, c'est un peu intéressant, par contre, pour amener un peu l'histoire, c'est bien de parler des colonies, mais c'est bien de parler de la France aussi, des fois. Alors, on va ramener une histoire très parisienne, qui est celle du glucose. La glucose, la dextrine, comme c'était appelé à l'origine, devient commercialement disponible, d'abord en France, en fait tout d'abord à Paris même, vers le milieu des années 1830. En pleine, ce qui s'appelle guerre des sucres. Donc, c'est un exemple d'annonce qui se faisait, le sirop de dextrine par messieurs Fouchard, qui préviennent messieurs les brasseurs, confiseurs, distillateurs et pharmaciens, droguistes. Il faut savoir que les pharmaciens et les droguistes utilisent du sucre pour faire leur pharmacopée. C'est pas très, très différent de la confiserie déjà dans le premier tiers du 19e siècle, pour essayer de mousser les produits. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette guerre des sucres dont on parle? En fait, la France est en pleine crise coloniale et métropolitaine, où il y a deux sucres qui s'opposent. Il y a le sucre de canne, ici, qui est en train de canner le sucre de betterave, dans cette caricature célèbre du 19e siècle, le combat de deux raffinés, ça dit.
Et ça, c'est une analyse qui a été écrite dans les décennies qui ont suivi. Il n'est pas de législation qui touche à des intérêts plus nombreux, plus importants que la législation des sucres. Et il n'est pas de pays où cette législation est agitée de problèmes aussi complexes qu'en France, par la suite de la diversité de ses intérêts. Donc, c'est vraiment très intense, cette guerre des sucres, colonie-métropole. Et pour comprendre un peu, donc le glucose vient s'immiscer. Donc, il n'y a ni le sucre de betterave, ni le sucre de canne, qui sont tous les deux du saccharose. Il y a le glucose qui arrive et qui s'immisce. Et les législateurs, en fait, ne savent pas quoi faire. Déjà, ils n'ont pas les outils nécessairement pour identifier le glucose. Et ils ne savent pas comment le traiter. Est-ce qu'on doit est-ce que la glucose granulée est du sucre ou si elle n'en est pas? Si elle est du sucre, on doit payer du droit en vertu des lois. Et si elle ne l'est pas, on trompe les consommateurs. Et ce n'est pas une chose à encourager. Donc, il y a ce grand débat-là qui a lieu sur la nature de la glucose, de la glucose à l'époque, du glucose aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un doctorant qui écrit sa thèse en 1860 en pharmacie à Paris, qui décrit l'utilisation du fondant. On a parlé du fondant un peu plus tôt. Le fondant qui est un médium pour livrer différentes pharmacopées, comme le hashish et autres. Donc, c'est l'équivalent de la petite pilule compressée. Et il écrit qu'en fait, qu'on peut utiliser du glucose, qu'il appelle du glycose, en à peu près 1% pour faciliter la formation du fondant, mais ça ne coûte pas très bon. Alors, c'est un additif qui, devant ses yeux, c'est certainement politiquement très chargé, et il n'est pas tout à fait d'accord avec l'utilisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a des recettes de fondant qui apparaissent. Et en France, les recettes de fondant n'utilisent pas de glucose avant le 20e siècle, du moins celles qui sont publiées. C'est certain que les pharmaciens et les confiseurs l'utilisaient, mais il ne fallait pas le dire. Tandis qu'en Angleterre, ils n'ont aucun problème avec ça. Il dit « the best cream fondant », right? 7 pounds of sugar and 2 pounds of glucose. C'est nécessaire absolument de rajouter, pas juste 1%, mais vraiment une fraction substantielle en glucose pour que ça soit bon. Alors, essayez-le. J'ai besoin de 14 volontaires. Ce ne sera pas du fondant, c'est mes sucettes au glucose et au sucrose et au saccharose. Sans colorant. C'est à déconseiller pour les diabétiques, je l'avais dit. Alors, ceux et celles qui ont eu la chance, des commentaires? Ça ressemble à des sucettes? Malgré la présence de glucose? Ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'il y a dans des sucettes. Okay? Toutes les recettes de sucettes aujourd'hui utilisent du glucose. Il n'y a aucun enjeu avec un potentiel arrière-goût. Le glucose est très pur, très propre. Et c'est ça. C'est ce qui fait que ça permet de demeurer transparent. C'est vraiment un verre. C'est comme une vitre, sauf que ça colle un petit peu. Alors, un dernier exercice. La barbe à papa. Croquant ou fondant? OK, c'est peut-être trop compliqué, mais est-ce que c'est un verre ou un cristal de sucre? Bon, qui vote vert? Qui vote... OK, à peu près le tiers. Qui vote cristal? Cristal. Eh bien, c'est un verre. C'est un liquide sursaturé et qu'on réchauffe très rapidement. Donc, on en fait disparaître l'eau, on le refroidit et on l'étire très rapidement aussi pour que ça fasse des fins fils, mais c'est du verre, c'est vitreux. Mais bon, les fils de verre sont tellement fins qu'ils fondent presque instantanément qu'on les met dans la bouche. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris? La structure du sucre est soit vitreuse ou cristalline. La taille des cristaux de sucre peut varier d'un facteur de plus de 1000 entre le sucre à la crème très très fin et les plus gros grains, ou même le sucre candy que j'ai montré. La microstructure qu'on décrit, on ne dit pas juste la structure, mais comment les cristaux eux-mêmes sont organisés, contrôle la perception qu'on a des bonbons. Les bonbons vitreux sont généralement fondants,
sauf quand ils sont très très fins comme la barbe à papa. Les bonbons cristallins sont généralement croquants parce qu'on peut on mord dedans et les briser en sable fin, sucré. Mais il y a des exceptions. Hein, c'est un peu plus riche que ça. Il faut savoir vraiment les détails de la microstructure, de comment exactement est-ce qu'on prépare les bonbons pour savoir s'ils vont être croquants ou fondants. Et la confiserie, en soi, consiste principalement, pas uniquement, mais principalement à contrôler la microstructure du sucre. La température du sirop, et en fait, les vrais confiseurs n'utilisent pas de thermomètre, ils font que regarder le sirop et d'après la viscosité, ils le voient à l'œil. Hein, moi, je le fais une fois par 2 mois, c'est pas assez, mais si on fait ça tous les jours, 3 fois par jour, on devient très, très apte à reconnaître la viscosité du sirop à différents degrés de concentration du sucre. Et c'est le contrôle. Et ensuite, le protocole de refroidissement, que ce soit de le laisser refroidir non perturbé, ou de le brasser, ou de la manière de le brasser, ou à telle température, etc., vont moduler la cristallisation ou non du sirop saturé. C'est tout. Merci pour votre attention.